Salut à tous les amis, c'est Matt, bienvenue à vous pour une nouvelle petite vidéo bonus. Dans celle-ci, on va parler de mon dernier short, de mon dernier réel, de mon dernier TikTok, qui a fait un petit peu polémique sur pas mal de points. En fait, je voudrais vous répondre, réagir à vos commentaires et surtout vous répondre avec le plus de précision possible pour pouvoir clarifier la situation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu dans l'incompréhension. On va le regarder ensemble et on va en parler juste après. Vous voyez ça? C'est un PC qui date d'il y a plus de 20 ans. Venez avec moi aujourd'hui, je vous embarque dans une upgrade un peu insolite. Et je crois que j'ai jamais vu un si vieux PC aussi propre. Bref, pour le remettre au goût du jour, du point de vue sécurité informatique, et aussi qu'il fonctionne à nouveau, on va lui installer de nouveaux composants flambant neufs. Bon, je commence par retirer ce qui ne nous intéresse plus. Évidemment, avec ce genre de carte mère, n'espérez même pas installer Windows 11. Par contre, il y a des choses que je vais garder. Alimentation, boîtier, lecteur CD, tout ce qui permet d'accueillir de nouveaux composants sans faire de frais supplémentaires. Alors là, je suis parti sur des composants aptes à faire tourner Windows 11. Petite carte mère gigabyte de bureautique, accompagnée d'un Ryzen 3 doté d'une partie graphique. Pas besoin de fioriture, on part sur 8 Go en DDR4. Bien entendu, un petit SSD en M2 pour le stockage. Allez, une fois que tout est en place, on peut tout rebrancher et procéder à l'installation de Windows. Et voilà, un PC entièrement rénové dans un corps de 20 ans. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme ça. Vous avez vu, du coup, l'objet du délit. On va diviser cette vidéo en 5 parties. Voilà, pour établir mon raisonnement sur différents points que j'ai vus énormément dans les commentaires. D'ailleurs, je tiens aussi à vous remercier parce que c'est ce shorts, que ce soit sur toutes les plateformes que je l'ai publié, vous a vraiment plu, apparemment, en grande majorité en tout cas. La majorité silencieuse, c'est celle qui accepte et qui aime le contenu, et la majorité qui parle, généralement, c'est celle qui critique. Ok, premier point que je souhaiterais aborder autour de cette vidéo, le lecteur CD. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un des points qui est revenu énormément. Beaucoup de personnes ont remarqué la petite fiche IDE, attendez, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà la petite fiche grise qui est présente au sein du PC. Et c'est vrai que dans le short, je parle du fait que je garde le lecteur CD. Alors, vous avez bien vu, effectivement, j'aurais pu utiliser un adaptateur, ça existe, hein, un adaptateur de IDE vers SATA. Effectivement, la norme IDE, si elle vous a tant piqué au vif, c'est tout simplement parce qu'elle n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. La norme IDE, c'était tout simplement cette grande bande blanche. La norme IDE, c'est une norme de transfert d'informations en parallèle. Et donc, ça veut dire que on va transférer notre mot binaire, donc notre suite de 0 et de 1, qui constitue donc notre information, instantanément. C'est-à-dire que chaque câble que vous voyez sur cette petite nappe va correspondre à un caractère binaire, un 0 ou un 1, selon l'information qu'on souhaite transférer. L'idée, c'est qu'on pensait à l'époque que le parallèle était bien plus avantageux en termes de rapidité que le transfert en série, tout simplement parce que on transfère un mot d'un coup, un mot par un mot par un mot par un mot, alors que le série, c'est un caractère par un caractère par un caractère. C'est censé être plus rapide. Le fait est que la norme SATA est arrivée, donc Serial ATA, comme son nom l'indique, c'est une liaison série, hein, tout simplement, et elle était beaucoup plus rapide en termes d'interprétation, ce qui fait qu'on a petit à petit abandonné l'IDE, qui était vieillissant et qui prenait quand même beaucoup de place pour pas grand chose, au profit justement des bus SATA qui étaient quand même beaucoup plus fiables et beaucoup plus intéressants en termes de rapidité. Effectivement, sur la carte mère que je monte à la fin, hein, on le voit, hein, sur cette carte mère là, il n'y a pas de connecteur IDE, on n'a que les connecteurs SATA que vous voyez au fond. Du coup, j'aurais très bien pu utiliser un adaptateur. Le fait est que, et ça c'est une erreur de ma part, je me suis rendu compte un petit peu trop tard que c'était un lecteur CD IDE, parce qu'il y a des lecteurs CD SATA, ça existe, hein. Même si je l'ai débranché, je l'ai vu, hein, le câble, la grosse nappe, mais j'avoue que ça m'est passé un petit peu au-dessus, parce que, et vous avez été nombreux à me le faire remarquer, les lecteurs CD, plus personne vraiment s'en sert, ce qui fait que c'est passé un petit peu à la trappe. J'ai écrit mon script, j'ai tourné ma vidéo, j'ai tout fait, et au final, je me suis rendu compte après que c'était au moment de tout retester, etc., que c'était un branchement IDE. Du coup, je l'ai changé avec un que j'avais déjà. Alors pour mon client, ça change rien, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà, c'est de la récup, donc ça revient au même, mais c'est vrai que pour la vidéo, ça rentre un petit peu en contradiction. Je garde le lecteur, mais en même temps, c'est pas le lecteur d'origine, c'est un lecteur que j'avais déjà. Bref, c'est ma petite erreur, mais en tout cas, effectivement, j'ai bel et bien changé le lecteur en lecteur SATA. Deuxième point, et c'est un des points qui m'a été le plus communiqué avec l'espace des commentaires, l'alimentation. Ça vous a vraiment perturbé que j'utilise une alimentation qui date d'il y a 20 ans dans une configuration plus moderne. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, on pourrait se dire que pour ce genre de PC, ce genre d'alimentation, c'est pas fiable. C'est des alimentations no-name, c'est ce genre de choses. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. Si on va juste ici, on voit qu'il y a marqué en petit là, FSP Group, qui est tout simplement la marque de l'alimentation. Donc déjà, premièrement, c'est pas une alimentation no-name. Ce qui veut dire que c'est déjà un gage de qualité. Je vous fais rapidement
un petit topo. Une alimentation no name, c'est généralement une alimentation qui est produite en Chine, ce genre de choses, une alimentation générique entre guillemets, et qui nous affiche une puissance qu'elle n'atteindra quasiment jamais. Par exemple, pour une alimentation 500 watts en no name, du coup, on dit no name parce qu'il n'y a pas de marque à proprement parler, hein. Pour une alimentation 500 watts, elle n'atteindra quasiment jamais les 500 watts, elle restera bloquée quasiment à 300 watts. Donc on a vraiment une grosse baisse et on a très peu de certification autour des composants utilisés pour l'alimentation. Une alimentation de marque, elle respecte des standards, du coup, elle est beaucoup plus fiable. Ensuite, il y a aussi certaines certifications qui viennent s'ajouter à ça. Ensuite, je voudrais répondre à tous ceux qui m'ont dit ouais mais attends, elle a 20 ans, elle va clamser l'alimentation, c'est pas judicieux de mettre des composants récents avec une alimentation aussi vieille. Et à ça, je vous répondrai simplement, regardez par exemple une chaîne IFI, prenez une chaîne IFI des années 70, 80 par exemple, et bah allumez-la aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à dans les années 80? Non, parce que les composants, même s'ils peuvent s'user à la longue, c'est une certitude, ils sont fiables. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour comprendre que les alimentations n'ont pas changé, à part les normes PCI 5.0 et ATX3 qui viennent d'arriver sur le marché pour certaines cartes graphiques, mais l'alimentation de base, le fonctionnement de l'alimentation de base, c'est juste un transformateur, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le courant est stable, tant que l'alimentation fonctionne et qu'elle est stable, il n'y a pas de raison que l'alimentation ne fonctionne pas, même après 20 ans. Donc à toutes les personnes qui m'ont dit que c'était pas judicieux d'utiliser une alimentation qui date d'il y a 20 ans, c'est faux. Ça fonctionne carrément, complètement d'ailleurs. Dernier point sur cette alimentation, il y a quelques personnes qui m'ont parlé du connecteur 20 pins. Alors effectivement, cette alimentation a un connecteur 20 pins et la carte mère propose une alimentation en 24 pins. On a 4 pins en moins sur l'alimentation. Premièrement, ça fonctionne. Voilà, il faut savoir que vous pouvez mettre du 20 pins sur un connecteur de 24 pins. Ça fonctionne, c'est pas le plus optimal, c'est pas le plus recommandé non plus, parce que on a quand même un petit manque de puissance. Ce manque de puissance, nous on s'en fout un peu, parce que c'est une carte mère de bureautique, c'est un PC qui est dédié à de la bureautique. À part lancer le solitaire et Google Chrome, et encore, mais je suis même pas sûr que ça va être sur Google Chrome, il y aura rien de bien spécifique sur cet ordinateur en termes d'utilisation. On n'a pas besoin de cette puissance additionnelle. Mais il faut aussi savoir que même des alimentations qui datent d'il y a plus de 20 ans, il y avait des fois des connecteurs additionnels pour avoir au lieu du 20 pins, un 24 pins. C'est complètement possible. Alors c'est pas le cas sur cette alimentation, mais ça existe. Je terminerai en disant que si j'avais dû changer l'alimentation, c'était un billet de 50 à 70 balles, parce que j'aurais certainement pas pris du no-name, et aujourd'hui, pour avoir une alimentation assez correcte, il faut quand même débourser un petit budget, et ça aurait certainement pas forcément plu à mon client, et ni à moi-même non plus d'ailleurs, hein, voilà. Troisième point de la vidéo, le point de l'upgrade. Ouais, j'ai fait un arrêt sur image sur ce côté upgrade, justement. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, non mais attends, t'as gardé juste le boîtier, là, c'est vraiment pas une upgrade, c'est nul en fait, ta vidéo elle sert à rien, tu nous montres juste que tu fais un nouveau PC, tout le monde peut le faire, c'est pas du tout une upgrade. Alors, si, c'est une upgrade. À partir du moment où on se sert d'une base de PC pour en faire une nouvelle, c'est une upgrade. C'est le principe même de l'amélioration d'un PC déjà existant. Mais je suis complètement d'accord et conscient que, effectivement, le PC originel n'a plus rien à voir. Et en même temps, en 20 ans de temps, heureusement qu'il n'a plus rien à voir, c'est logique. Le but de cette upgrade, c'est une remise à niveau. Pour avoir un aspect de cybersécurité plus accru, avec Windows 11 et avec, tous les supports de Windows qui sont mis à jour régulièrement, mais aussi d'avoir un PC qui soit un peu plus fluide pour l'utilisateur. Et effectivement, si on passe d'un PC qui a 20 ans à un PC très récent, c'est logique qu'on doive changer beaucoup de choses. Et ça ne veut pas dire que c'est pas une upgrade pour autant. Je vous prends un exemple tout bête. Si vous changez votre stockage, par exemple, vous changez votre SSD principal, vous devez réinstaller Windows. C'est pas le même système. Et pourtant, vous avez quand même fait une upgrade, puisque vous avez apporté des modifications à votre ordinateur déjà existant. Je change mon exemple, mais si vous prenez une carte mère, une nouvelle carte mère, vous achetez une nouvelle carte mère, un nouveau processeur, et que vous le mettez dans votre PC déjà existant, c'est une upgrade. Vous avez upgradé votre ordinateur pour mettre un nouveau processeur et une nouvelle carte mère. Donc c'est une upgrade. Et là, en l'occurrence, c'est exactement le cas. J'ai changé la carte mère, le processeur et la RAM, j'ai apporté des modifications à l'ordinateur. Donc c'est une amélioration. Donc c'est une upgrade. Donc, oui, c'est une upgrade. Toutes les personnes qui m'ont dit que ça n'en était pas une, si. Pour toutes les personnes qui m'ont dit que j'ai gardé uniquement le boîtier, alors bon, c'est quand même omettre du coup le lecteur CD et l'alimentation que j'ai parlé précédemment, mais il y a aussi une composante qui rentre en considération, à savoir le fait que aujourd'hui on nous bassine de plus en plus avec l'écologie et la gestion des déchets, et je préfère utiliser du vieux matos pour du châssis, des trucs qui sont... En fait, on s'en fout de l'esthétique là pour le coup, c'est juste on veut un PC qui marche. Donc je préfère garder le châssis de base et l'utiliser pour éviter de racheter un nouveau boîtier, même si ça coûte pas cher, hein. Mais ça évite des frais de transport, ça évite les émissions carbone pour le transport, ça évite aussi de consommer tout le temps que du neuf, et surtout, ça évite de jeter notre boîtier déjà existant. Il fonctionne, il est standardisé. Pourquoi ne pas s'en resservir? Les exigences, c'est juste d'avoir un nouveau PC qui nous permette d'être au goût du jour. Je vois pas pourquoi je garderai pas le boîtier. Ouais, il est peut-être
peut-être pas très beau. Moi perso, je sais que je le trouve pas forcément très beau, mais bah ça fonctionne. Prochain point, Windows versus Linux. Et oui, vous avez été nombreux, mais je crois que c'est les commentaires qui ont le plus, enfin qui sont le plus ressortis. Ouais, t'aurais dû installer un Linux, c'est bien mieux Linux, Windows c'est de la merde, machin. Bah non les gars, toujours pas. En fait, c'est des commentaires qui sont pas mauvais foncièrement, étant donné que c'est vrai, sur le PC on aurait pu ne rien changer et installer un Linux, ou tout au plus installer un SSD par exemple, qui nous aurait permis d'avoir une fluidité supplémentaire et donc d'installer une distribution Linux, c'est totalement possible. Cependant, je vois mal installer une distribution Linux pour mon client qui était habitué à Windows et surtout qui commence à rentrer dans la force de l'âge et du coup qui va complètement être paumé. Il n'a pas envie de se batailler avec des lignes de commande pour pouvoir installer juste un explorateur de, un explorateur de fichiers quoi. Je caricature un petit peu, mais bah, de toute façon Linux c'est ça. Hein. Dans tous les cas, les distributions Linux, il faut quand même avoir une certaine connaissance en termes de codage et en termes de navigation de l'interface pour pouvoir l'utiliser. Et en l'occurrence, ça ne correspond pas du tout avec les besoins de mon client. Donc oui, c'est une solution qui aurait pu fonctionner, mais c'est une solution qui se serait avérée caduque parce que le client n'aurait pas forcément apprécié avoir un Linux plutôt qu'un Windows. Le principe de base reste le même. On a le principe d'explorateur de fichiers, on a le principe de menu démarrer, etc. etc. Bon, ok, on a répondu à pas mal de commentaires autour de cette petite vidéo. Les derniers commentaires que je souhaiterais aborder, c'est une catégorie un petit peu à part et c'est une catégorie que je souhaiterais quand même aborder parce que c'est important. Les commentaires dénigrants, insultants, tout ce que vous voulez. Tous les commentaires qui ont été vulgaires à mon encontre ou à l'encontre de mon travail ont été simplement supprimés. Ça s'appelle de la modération, hein, c'est pas juste je veux censurer ou quoi que ce soit. Vous avez le droit d'émettre une critique positive ou négative, il n'y a pas de souci. Cependant, il faut du respect en fait. Parce que derrière, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent. C'est mon travail de faire ce genre de machine, de faire ce genre de PC, de répondre à ce genre de demandes vis-à-vis de mes clients, mais c'est aussi mon travail de proposer ce genre de contenu. Et même si je sais qu'on est sur internet et qu'on est exposé à de la critique sans cesse, ah gna gna gna, je suis pas content, le réel il m'a pas plu, alors je laisse un commentaire haineux. Non. C'est non. Le premier commentaire insultant que je vois, il est supprimé. C'est tout. Je comprends pas. Le nombre de personnes, et qu'en plus, c'est des personnes assez âgées quand même. Hein. Entre eux, on va dire, la moyenne d'âge, c'était peut-être 50, 60 ans. Les mecs m'insultaient. Genre, ouais, vidéo de merde, inutile, aucun intérêt, ouais, c'est trop facile, tout le monde peut le faire, machin. C'est juste une vidéo où je partage ce que j'ai fait pour un client. À quel moment il y a besoin de rentrer dans une haine inconsidérée vis-à-vis de ce genre de contenu? Oubliez pas que derrière tout ça, il y a des gens, il y a des personnes qui passent du temps pour proposer du contenu. Et puis, même si le contenu est de piètre qualité, même si le contenu ne vous plaît pas, ça ne vous donne pas l'autorisation d'aller insulter ces gens-là, tout simplement. Voilà, on a abordé à peu près tous les points. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations, surtout en apportant des précisions et en apportant des réponses plus claires et précises. C'est un format court, on peut pas donner toutes les informations, donc forcément, s'il manque des informations, soit c'est en commentaire, soit je réagis en faisant une petite vidéo. J'espère d'ailleurs que ce genre de vidéo vous plaise, et en l'occurrence, si c'est le cas, laissez un petit like comme d'habitude. Très bonne journée, très bonne soirée. Salut!